Europe Midi. Romain Desarbres. Liberté, égalité, fraternité, vous connaissez la devise de la France. Hier, un jeune député, la France Insoumise, a un peu oublié la fraternité. Il a refusé de serrer la main d'un député RN qui lui tendait la sienne. Vous avez été nombreux à être choqués, ça s'est passé à l'Assemblée nationale pendant le vote pour élire la présidente de l'Assemblée. On en parle dans Europe Midi parce que ça dénote un nouveau climat à l'Assemblée nationale. Est-ce que ça vous choque? Vous appelez le 3921 et on en parle, on sera dans un instant en direct avec Rebecca. On est également avec Ludovic Mendes, député Renaissance, donc c'est le nouveau nom de la République En Marche de la Moselle, et avec Hugo Bernalicis, député NUPES, la France Insoumise du Nord. Tiens, est-ce que vous, Hugo Bernalicis, vous n'êtes pas le plus jeune député de l'hémicycle? J'ai vieilli en 5 ans. Vous avez vieilli en 5 ans, comme nous tous, donc vous n'étiez pas le jeune député qui a refusé de serrer la main. Mais est-ce que vous auriez serré la main de Philippe Ballard, qui est député RN, avec qui vous avez peut-être débattu sur des plateaux de télé ou dans des studios radio, et il vous l'attend comme on tend la main à quelqu'un pour le saluer? Est-ce que vous l'auriez serré cette main ou pas, vous? Non. Je ne l'ai pas fait en 5 ans, donc je ne vais pas commencer aujourd'hui, parce que mon opposition au Rassemblement National, aux Zemmouriens, enfin à l'extrême droite en réalité, elle est totale et elle est complète. Donc je ne leur conteste pas le fait d'avoir été élu, de siéger, de prendre la parole dans le micro, etc. Mais moi, il ne faut pas trop m'en demander. Il n'y a pas d'obligation à serrer la main. Il n'y a pas d'obligation, je ne sais Il n'y a pas d'obligation à serrer la main, il n'y a pas d'obligation à dire bonjour, il n'y a pas d'obligation à sourire, il n'y a pas d'obligation. Oui, voilà. Bon, vous avez raison. Donc, à partir de ce moment-là... C'est votre droit le plus strict. Après, il y a des règles de vie. Non, mais il y a certains de nos collègues qui peuvent avoir des discussions ici ou là avec des députés du Rassemblement National. Ça n'a pas été mon cas personnel. Vous me posez la question à moi, je vous réponds. Que moi je n'arrive pas, je ne peux pas, c'est trop pour moi. Donc vous trouvez que votre collègue a bien fait? Quand vous voyez la séance inaugurale qui commence avec le président Douaya Hadj qui nous fait le nostalgique de l'Algérie française, oui, j'ai encore moins envie de leur serrer la main et de montrer une quelconque accointance de près et de loin avec ces gens-là. Donc si on a pu signifier ça, et si Louis Boyard, mon collègue, jeune collègue, a pu signifier notre opposition totale au Rassemblement National, voilà une belle démonstration. Ludovic Mendes, qu'est-ce que vous en pensez, vous? Vous auriez serré la main du député RN? J'ai serré la main de toutes les personnes qui étaient là, c'est normal. Du moins, en tout cas, pour moi, ça l'est. Dans le sens où il y a les êtres humains, il y a les idées politiques. Et il faut savoir aussi dépasser les idées politiques et respecter les êtres humains. D'ailleurs, même quand on n'est pas d'accord entre nous avec la France Insoumise, on ne va pas se taper dessus derrière pour autant. Il faut aussi se respecter. Et le respect passe aussi par une poignée de main, passe aussi par une démarche républicaine. Alors certes, on peut et on doit contester les propos sur l'Algérie française qui ont été tenus hier. On va en parler mais au-delà de ça, sur le fonctionnement, je trouve ça un peu dommage. Oui, chacun fait comme il a envie, c'est leur choix. C'est pas le mien. Moi, je suis plutôt dans la nuance et je pars du principe qu'il faut faire attention à ça. J'ai passé plus de 2 heures assis à côté d'Emmanuel Ménard. Emmanuel Ménard hier. Vous doutez bien la femme de Robert Ménard, qui est non inscrite et plutôt d'extrême droite, vu les positions qu'elle peut avoir. On a eu 5 ans dans l'hémicycle, parfois très tendu, malgré tout, on était l'un à côté de l'autre, on a quand même fini par discuter, parce que on est des êtres humains avant tout. Et puis nous, aux 15 parlementaires, par exemple, parce qu'on est une équipe de rugby, il y a des personnes de la France Insoumise, il y a des personnes du RN. Quand moi j'ai Alexis Corbière à ma droite, vous faites partie du 15 parlementaires. Et quand j'ai Alexis Corbière à ma droite et que j'ai lui Alliot derrière moi, vous doutez bien qu'on se bat pour les mêmes couleurs et pour la même équipe. Donc oui, il faut faire un effort. Pour moi, il y a d'abord l'être humain, après il y a les idées politiques, et on combat les idées politiques, mais on combat pas les hommes et les femmes. Ça donne une bonne image du député, Hugo Bernalicis. Vous trouvez pas que la société est assez tendue comme ça? Il y a besoin d'en rajouter je sais pas, il a pas voulu lui serrer la main. On va pas non plus en faire une affaire d'État, mais en tout cas, c'est de la signification politique pour lui comme pour moi. C'était celle-là. Et après, c'est pas une ligne conductrice du groupe parlementaire. Comme je vous l'ai dit, il y a des collègues, et ça a été rappelé, dans le 15 parlementaire, qu'on jouait ensemble. Bon, dans l'équipe de foot, on n'avait pas de fascistes, donc au moins, comme ça, la question se posait pas. Mais en réalité, je crois que chacun doit pouvoir aussi faire comme il le sent, et c'est pas un détail ce qui s'est passé. C'est pas un détail, c'est un message politique. Vous savez très bien ce que ça veut dire. Je voulais traduire ce message politique, une opposition ferme, frontale, totale, aux thèses, aux idées, au fonctionnement et à ce que porte le Rassemblement National. Surtout qu'à la limite, je peux bien faire une distinction entre un espace privé où on peut avoir une politesse, etc. Là, c'est filmé, c'est public, c'est dans la séance de l'Assemblée nationale, donc oui, ça a une signification. Mais justement, et c'est celle-ci, la signification qui est là. Alors après, on peut nous trouver impolis, tout ce que vous voulez, mais enfin,
sur l'échelle des reproches qu'on fait à la France Insoumise et à Nouvelle Union Populaire, finalement, l'impolitesse, ça reste assez léger. Si c'est être impoli aussi, avec l'extrême droite, ça me va. Je pense aussi à tous les parents qui expliquent à leurs enfants qu'il faut respecter l'adversaire au sport. Je pense que c'est bien moins anodin que ce que certains imaginent. Rebecca avec nous. Bonjour Rebecca, merci d'être avec nous. Vous nous appelez bonjour à vous. Vous nous appelez de Paris et vous travaillez dans le secteur financier. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors écoutez, il y a juste une petite précision que j'aimerais apporter. En fait, il ne s'agit pas juste d'un serrage de main habituel. Louis Boyard était scrutateur, donc il était au perchoir et en fait, c'était au vu et au su de tout le monde. Ah bah oui. Donc au début, donc c'est très différent en réalité. Donc là, effectivement, pour moi, on doit avoir un comportement républicain à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas et je ne vote pas le Rassemblement national, mais je pense qu'on doit se comporter en républicain quand on est dans l'hémicycle et on doit effectivement serrer la main de ses adversaires politiques. Ce n'est pas une façon de procéder. D'ailleurs, la France Insoumise n'en est pas à son premier éclat de la sorte. Je me souviens très bien des panneaux très horribles, honteux, des bons débarras pour Manuel Valls lorsqu'il a quitté l'Assemblée nationale. Je trouve ça pathétique. Ce n'est pas une façon de se comporter. Vous pouvez avoir des adversaires politiques, mais vous pouvez vous comporter en être humain, et ce n'est pas généralement ce que fait malheureusement les députés de la France Insoumise. Vous dites qu'on ne dit pas bon débarras quand on s'adresse à quelqu'un. En fait, ils ont levé des panneaux quand Manuel Valls... Oui, quand Manuel Valls a quitté l'Assemblée nationale définitivement, ils ont levé tous des panneaux avec écrit « Bon débarras » et je trouve ça assez pathétique. On n'est pas dans la cour d'école. L'Assemblée nationale n'est pas un cirque. C'est pas une foire. On y joue la vie des Français. Hugo Bernalicis vous répond. Oui, c'est vrai qu'on y joue la vie des Français et c'est là où je rappellerai et réitérerai notre opposition et à Manuel Valls et puis aussi aux députés du Rassemblement national parce qu'effectivement, les décisions qui sont prises, elles peuvent être d'une violence inouïe. Quand il y a la réforme de l'assurance chômage qui est proposée par Elisabeth Borne à l'époque, qui était au travail maintenant Première ministre, et qui fait que vous avez plus de quasiment 1,2 million de Français qui perdent concrètement à la fin du mois de l'argent alors qu'ils sont dans la difficulté, qu'ils n'ont plus d'emploi, ouais, ça me semble un peu violent, ça me semble un peu pas très républicain, pour le dire de la sorte. Mais les brevets de républicanisme à géométrie variable, moi, ça commence à bien faire. Parce que là, pendant qu'on discute, on est en train d'attribuer les postes à l'Assemblée nationale. Et la majorité relative, rappelons-le, est en train de jouer à un jeu un peu dangereux, à dire que le RN a le droit à ci, a le droit à ça, et que par contre les Insoumis, il faudrait bien qu'ils se calment un petit peu, même si nous sommes 150 finalement dans cette nouvelle Union populaire et que nous présentons nos postes ensemble. Le jeu de troupe qui a été fait sur la Commission des finances, le fait qu'Éric Woerth, qui a rejoint la majorité, encore un qui a retourné sa veste, nous explique que plutôt Hitler que le Front populaire, quoi, concrètement. C'est ça la ligne politique aujourd'hui très trouble qu'entretient la majorité, ceux-là même qui appelaient au barrage, au républicanisme, au vote, à l'appel à la République sur le tarmac. Bon, chacun saura à la fin qui est du côté de la République, des principes fondamentaux, liberté, égalité, fraternité, et qui s'oppose à l'extrême droite. De tout ça, on va continuer à parler juste après la pub et le flash d'Émilie Dez. Merci beaucoup Rebecca de nous avoir appelés. Merci. Europe Midi. Romain Desarbres. Les premières heures de la nouvelle Assemblée nationale et déjà beaucoup de tensions. La gauche a été très choquée par ce qu'a dit José González, le doyen député RN de 79 ans qui, dans son discours, a évoqué l'Algérie qu'il a quitté à regret il y a 60 ans. Interrogé ensuite par des journalistes, il n'a pas voulu répondre à une question sur les crimes de l'OAS. On en parle avec vous. On est également avec Ludovic Mendes, député Renaissance de la Moselle. Renaissance, c'est le nouveau nom de LREM, La République En Marche. Et on est avec Hugo Bernalicis, député de NUPES, tendance France Insoumise du Nord. Ludovic Mendes, est-ce que quelque chose vous choque dans ce qui a été dit à la tribune par ce député Rassemblement national, qui est le plus âgé, 79 ans? Bien entendu, c'est normal que ça choque tout le monde. Faire l'apologie de l'Algérie française, d'expliquer qu'il y a laissé ses valeurs, sa famille, de surjouer la chose en faisant presque l'impression qu'il allait pleurer. C'est ce que vous avez vu en voyant ce qu'il l'a vu. Et quand on a écouté le débat, au début, on était plusieurs
à se demander de qui il parlait, en fait. Il surjouait quand il s'est arrêté parce qu'il a dit « je suis pris par l'émotion » en disant... C'est une impression, mais en tout cas, c'est une personne qui est au Rassemblement, au Front National depuis 1970, après une rencontre avec Jean-Marie Le Pen. Il y est rentré pour des raisons de défense de justement cette logique de dire que l'Algérie est française, que la France avait perdu ses valeurs, avait perdu sa grandeur. Donc, je suis pas étonné par ce qu'il a fait, et ça montre un peu ce que va faire certains représentants du Rassemblement National à l'Assemblée, comme on peut l'avoir avec la France Insoumise, où on a vu des représentants NUPES qui ont dit à certains députés Rassemblement National, vous n'avez pas le droit de rentrer, on veut pas que vous rentrez dans l'Assemblée. Ils ont été élus démocratiquement. Maintenant, il faut assumer, il faut débattre. Personne il faut qu'on échange. Ah si, on l'a vu. On a vu le NUPES le faire. Donc, donc c'est la réalité. Vous l'avez vu, mais bon. C'est la réalité. Après, au-delà de ça. Qu'est-ce que vous avez vu des députés NUPES qui disaient quoi ? Non, une députée NUPES, pas des députés. J'ai dit une députée. Laquelle ? Je sais plus son nom. Voilà, mais moi, j'ai pas son nom, mais la réalité, elle est là. Après, il faudra qu'on se combatte par les idées. Par contre, ça nous embête qu'ils soient là, les 89, ça c'est clair. Mais ça embête tout le monde, rassurez-vous. Je suis pas sûr. Non, mais arrêtez de croire que notre objectif, c'est de faire monter le Front National, le Rassemblement National, parce que ça n'a aucune logique. D'ailleurs, vous y avez gagné aussi, donc vous vous trompez. Ça a une logique pour la présidentielle. Vous êtes planté sur les législatives, mais ça a une logique pour la présidentielle. On fait monter personne. Ils montent parce que les autres sont en train de mourir, justement. Les autres partis sont en train de mourir. Les LR sont en train de mourir. Le Parti socialiste est en train de mourir. Non, vous existez parce que le PS est en train de disparaître aussi. C'est aussi ça la réalité de la décomposition politique de notre pays. Après, on voit dans la manière de fonctionner, ça va être un ping-pong permanent entre le RN et LFI. On va de temps en temps être spectateur. Parfois, on participait à ce combat parce qu'on va combattre les idées, mais on combattra les hommes et les femmes, on ne les combat pas. Olivier est avec nous. Olivier, cadre dans les Yvelines. Bonjour Olivier, merci d'avoir appelé le 3921. Tension dès la première séance à l'Assemblée nationale. Est-ce que vous redoutez que ça dure ? Non, mais là j'écoute votre débat, c'est complètement du flanc. Le représentant de la France Insoumise qui nous fait tout un truc sur la République, les Républicains, les valeurs. Moi, j'ai vu Jean-Luc Mélenchon serrer la paluche à Marine Le Pen en 2011 à Bruxelles. Ils ont même entamé un dialogue sur la campagne de 2012. Ça lui gênait pas pour autant donc de lui serrer la paluche à Marine Le Pen. Tout ça, c'est du flanc. En fait, ce qui m'intéresse, c'est ce qui va arriver demain. Ce qui va arriver demain, ça va être des lois pour les Français, des lois sur le pouvoir d'achat, par exemple. Et il va falloir sortir du jeu de la politique politicienne. Et on va voir comment les partis se comportent, parce qu'ils seront jugés très sévèrement par les Français, ces partis-là, quels qu'ils soient. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est demain. Je suis favorable, par exemple, à la proportionnelle. Je trouve que les Français ont pour le coup, fait un truc extraordinaire, c'est qu'ils ont mis la proportionnelle avant l'heure. Et donc, on va voir si ça fonctionne. Et puis ensuite, il y a Macron, le président Macron qui décidera, puisqu'il a le pouvoir de dissoudre l'Assemblée. Donc, dans 6 mois, 1 an, si les choses ne fonctionnent pas, les amis, il va dissoudre. Et puis après, chacun prendra ses responsabilités. Moi, je pense, voilà ce qui s'est passé hier. Enfin, franchement, est-ce que ça intéresse franchement les Français, le débat sur des choses qui se sont déroulées il y a 60 ans? Aujourd'hui, ce qui intéresse les Français, c'est de savoir comment ils vont pouvoir remplir leur frigo. Il y a 9 millions de gens qui ne peuvent pas manger à leur faim. C'est ça qui intéresse aujourd'hui les Français. Alors moi, je veux bien qu'on refasse l'histoire, comme j'entends ceux qui sont de ma génération. Moi, j'ai 46 ans. Oui. J'ai pas vécu ça. Qu'est-ce que je vais me permettre de dire j'aurais dû faire ci, j'aurais fait ça. Moi, si j'aurais été résistant avant l'heure. Mais qu'est-ce que ça veut dire, ça? Oui, c'est la chanson de Jean-Jacques Goldman, quoi. Si j'avais été, j'étais né en 17, oui, on peut. Donc aujourd'hui, moi, ce que je regrette par contre, si vous me permettez, c'est juste simplement, quand on est dans une enceinte comme l'Assemblée nationale, un député qui vous dit bonjour et qui vous serre la main, pour moi, d'où qu'il vienne, on doit lui serrer la main. C'est républicain. Et ce qui s'est passé hier m'a dérangé un peu. Oui, moi aussi, pour tout vous dire. Je trouve on n'est pas tous d'accord. Il n'y a pas besoin de rajouter de la tension à la tension. On n'est pas tous d'accord. Et heureusement, je vais vous le dire, heureusement qu'on n'est pas tous d'accord. On le constate tous les jours sur l'antenne d'Europe 1 dans Europe Midi. On n'est pas obligé d'être désagréables les uns avec les autres. Merci Olivier. Exactement. Vous dites en clair, arrêtez avec votre cirque. Les députés, là, il va falloir un peu bosser. Responsabilité Concorde nationale. Merci Olivier. Hugo Bernalicis, votre commentaire sur ce que vous venez d'entendre. Moi, je vous ai dit, c'est pas une ligne de groupe, c'est pas une ligne politique que de pas dire bonjour, pas serrer la main, je sais pas quoi. D'accord, chacun fait comme il le sent. Moi, mon arrière-grand-père est mort en déportation à Dachau. Ça reste un mémoire. Si toute ma famille qui a été pendant des années militant communiste, il y a des gens pour qui ça a eu des impacts dans leur famille, dans leur histoire personnelle, et je le sens pas. Voilà. Excusez-moi, je suis aussi un être humain. Je ne sens pas de copiner
ou de serrer la main, ne serait-ce que serrer la main à un membre du Rassemblement national. Mais là où monsieur a raison dans son intervention, c'est que c'est la question du pouvoir d'achat, c'est la question de ce qu'on va faire pour le pays, pour les Français. Et là, je suis encore à nouveau en radical désaccord avec ce que propose l'extrême droite et la majorité aussi. D'ailleurs, ils peuvent se recouper sur un certain nombre de propositions, à savoir ne rien prendre aux riches. Laisser les profiteurs de crise, tous ceux qui profitent à la fois de la crise du Covid et de la crise actuellement sur les matières premières, etc., s'en mettre plein les poches sur le dos de l'inflation et donc sur le dos des Français. On va aller sur le pouvoir d'achat. On va y aller très concrètement. Vous savez, je prépare toujours un petit peu l'émission juste après la publicité qui va être dans quelques instants. Je voudrais quelques questions un peu techniques mais très importantes. Qui doit être élu président de la commission des finances? Normalement, on l'a dit 1000 fois, mais c'est un poste qui doit échoir à un membre de l'opposition. Là, il y a bagarre entre, en clair, le RN, qui dit on a le plus gros groupe, et la NUPES, qui effectivement n'est pas un groupe au sens très réglementaire du terme. Ludovic Mendes, il y en a 4, il y a 4 groupes et on est 150 à nous 4. Voilà. Je vais faire très simple. Voilà. Elle doit revenir à l'opposition et à la plus grande opposition. Maintenant, ils se débrouillent entre eux. Ah, vous voulez pas prendre... On ne prendra pas part au vote. On ne sera même, s'il faut, pas présent dans la salle. Pour montrer que notre responsabilité à nous, c'est de les laisser décider entre eux. Avec quelles conséquences? C'est à eux de choisir la conséquence qu'ils vont avoir. C'est les oppositions qui vont décider de s'allier ou pas pour élire un de leurs présidents ou président de commission. Ils avaient le choix d'ailleurs de pouvoir présenter une femme qui était Valérie Rabault, dans le camp des Républicains. Qui était Valérie Rabault, et malheureusement ils ont choisi plutôt Éric Coquerel. Il y a, je crois, une candidature LR. Oui, il y a une candidature LR, il y a une candidature Rassemblement National. Maintenant, c'est à eux de décider qui veulent mettre à la tête de cette commission. Nous, on joue le jeu habituel de dire on la laisse aux oppositions et on n'en prendra pas parti. Hugo Bernalicis, Éric Coquerel et le candidat. C'est déjà un bon point. On verra, excusez-moi, mais on verra jeudi, demain, ce qu'il en est concrètement, parce que tant que je ne l'ai pas vu, moi, les coups de théâtre à l'Assemblée. C'est la consigne et on va la respecter. On l'a décidé tous ensemble. J'espère que ce sera le cas, parce qu'il y a 5 ans, souvenez-vous, à l'élection des vice-présidents, des bureaux, des secrétariats, vous n'avez pas respecté les propres consignes. C'est pas nous qui en avons fait les frais, c'était les Républicains avec Thierry Solaire qui avait été élu. Je ne sais plus si vous vous souvenez, le pataquès. Donc ça, vous n'êtes pas à votre premier coup de Trafalgar. Et le lendemain, on a changé, donc vous inquiétez pas. Le lendemain, ça a pris 6 mois. Non, c'est que les LR n'étaient pas capables de se mettre d'accord. Ne mettez pas toujours la faute sur les autres. Depuis tout à l'heure, vous faites que ça dans vos propos. C'est toujours la faute des autres. Mais mettez-vous aussi en responsabilité. Vous avez un choix dans votre intergroupe, parce que ce n'est pas un parti politique. Maintenant, vous verrez. Oui, mais je vous laisse finir vos propos. Éric Coquerel est le candidat unique de la nouvelle Union populaire écologique et sociale à la commission des finances. Le seul cas de figure où nous ne l'aurions pas, et je ne vois pas comment ça arriverait, c'est qu'il y ait 100% des députés des Républicains qui assument de voter avec le Rassemblement national et de faire élire à la tête de la Commission des finances le Rassemblement national. Et il faudrait en plus que des non-inscrits, 1 ou 2 non-inscrits, penchent aussi de ce côté de la balance. Certains redoutent que... Chacun prendra ses responsabilités, ça c'est clair. Ceux qui veulent voter avec le RN ou faire élire le RN, on assumeront les conséquences. Certains redoutent qu'avec la présidence de la Commission des finances, la France insoumise déclenche des contrôles fiscaux sur des gens qui n'aiment pas trop. Oui, bien sûr. Alors pas sur des gens qu'on n'aime pas trop, c'est pas ça le sujet. On n'est pas là pour faire la tête du client. On peut suspecter les précédents de ne pas avoir déclenché des enquêtes sur leurs amis, ça c'est sûr. On peut le penser. Mais nous, ce qui nous intéresse, c'est de s'attaquer à l'évasion et à la fraude fiscale. Donc oui, ce sera un fer de lance, ce sera une bataille politique que nous allons mener. Quand vous voyez le procès qu'il y a eu, alors ça se termine par une convention judiciaire d'intérêt public avec McDonald's, qui a signé un chèque de plus d'1 milliard d'euros aux finances publiques, on est content qu'il y ait des contrôles fiscaux et que l'argent rentre dans les caisses et que les entreprises en question payent leurs impôts comme n'importe quel Français. J'ai même envie de dire, il faudrait même qu'ils en payent un peu plus parce qu'ils s'en mettent un peu plus dans les poches que n'importe quel Français. Bon, donc oui, ce sera un sujet. J'ai rendu 2 rapports, moi, sur la lutte contre la délinquance économique et financière sur la mandature précédente, comme quoi on n'a pas attendu qui que ce soit pour se mettre au travail. Et en réalité, vous avez plus de 80 milliards d'euros qui nous manquent dans les caisses de l'État et des moyens mis en œuvre par l'État qui sont extrêmement faibles et résiduels face à cette somme d'argent qui nous manque. Et après, on va vous expliquer que, vous comprenez, c'est compliqué d'aller faire augmenter les minima sociaux pour tout le monde de plus de 5% parce qu'il n'y a pas de sous. Et vous avez Bruno Le Maire qui vous explique... Les pauvres, c'est hallucinant. Mais oui, il y a les riches et les pauvres. Que ça, oui, il y a les riches et les pauvres. Mais non. Ils se sont enrichis de 100%. Ils sont passés à 1000 milliards de patrimoine les plus riches dans le pays. Vous détestez les riches. On en a besoin aussi. Ils créent des richesses. Je déteste l'accumulation de richesses. Ils créent des richesses aussi. Non. Ils créent des entreprises. Ils créent de la distribution. Et ils ne partagent rien. Ils accumulent aussi. On est dans un temps de partage. Non, on ne peut pas dire qu'ils ne partagent rien.
si c'est difficile, alors il faut partager. Ils sont enfin revenus dans notre pays, ils réinvestissent dans notre pays. C'est pas vrai. Mais arrêtez de dire toujours que c'est pas vrai. Mais parce que c'est pas vrai. C'est pas vrai selon votre point de vue, mais la réalité... Non, pas selon mon point de vue, sur le point de vue des chiffres. La réalité des chiffres, c'est l'essentiel des dividendes ne sont pas remis dans de l'investissement, ni dans l'outil productif. Et on a changé les lois justement pour qu'il y ait plus de redistribution dans l'entreprise et qu'il y ait plus de redistribution dans... Si, ça marche parce qu'on a recréé 30 000 emplois industriels, on a réinstallé de l'emploi sur nos territoires et c'est grâce à des personnes qui ont des moyens financiers. Assumez-le aussi. On continue à en parler dans un instant. Il est 1h moins le quart, 12h45. Bon appétit si vous êtes à table, évidemment. Merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Europe Midi. Toujours beaucoup de débats. Tous les avis sont là. Europe Midi. Romain Desarbres. Le projet de loi pouvoir d'achat, Bruno Le Maire n'exclut pas de maintenir l'aide de 18 centimes sur le litre d'essence jusqu'à la fin de l'année. Quelle est l'urgence? On en parle avec vous au 39-21 avec Ludovic Mendes, député Renaissance de la Moselle, et avec Hugo Bernalicis, député NUPES, tendance LFI du Nord. Où est la priorité? Sur quoi j'ai l'impression que c'est le concours Lépine, ce projet de loi sur le pouvoir d'achat. Chacun y va de sa petite proposition. Il faut dire, bon, l'époque est comme ça, la majorité est relative, on l'a dit plusieurs fois. Quelle est la priorité? Autour de quoi doit se bâtir ce texte, monsieur le député de la majorité relative? Disons que la plus grosse inflation aujourd'hui, elle est quand même sur le pétrole, le gaz et l'électricité. Donc là, c'est maintenir les boucliers, maintenir les fameux 18 centimes en demandant aussi à Total Energy de faire un effort complémentaire. Donc ça, c'est ce qui a été fait par le gouvernement. Après, c'est le reste du budget. Donc ça en lien avec le logement, donc limiter la hausse des loyers et surtout le panier. J'allais dire le panier moyen des différentes familles, des produits de première nécessité. Donc il faut améliorer la capacité d'achat, donc les salaires, les indemnités pour les fonctionnaires et revaloriser les retraites pour que chacun puisse avoir cette capacité de gérer cette inflation au quotidien. Et après, c'est dans la durée de faire en sorte que dans notre pays, on continue à faire descendre le nombre de personnes qui sont au SMIC parce qu'elles sont mieux rémunérées que le salaire minimal. Il n'y en a jamais eu aussi peu dans notre pays que ce début d'année, alors par rapport aux 10 ou 15 même dernières années. Donc il faut améliorer la qualité des salaires, améliorer l'accompagnement aussi de ce qui est fait par l'État. Il y a des petits détails qui sont faits à droite à gauche, mais sur la baisse des impôts, c'était le retrait de la taxe d'habitation, prochainement la taxe sur la redevance audiovisuelle. Alors ça, c'est en lien avec l'entreprise. Il faut qu'on regarde, parce que si on augmente tous les salaires d'un coup, on crée une surinflation. Donc, par exemple, augmenter d'un seul coup les salaires sans que l'État n'apporte non plus sur les cotisations sociales ou patronales ou la CSG, on est sûr que c'est l'entreprise qui va payer. Si l'entreprise paye, elle va être obligée d'augmenter ses tarifs. Donc, il y aura une surinflation. Ou alors, elle dit, bon, je veux bien ne pas augmenter mes tarifs, par contre, je vais licencier. Et on ne peut pas prendre ce risque, alors qu'aujourd'hui, on est plutôt dans une démarche de création d'emplois. Ouais. Et il faut faire en sorte aussi que les personnes qui sont éloignées de l'emploi retrouvent un emploi, parce qu'il y a aussi la redistribution de richesse, avec la fameuse dite prime Macron, qui va passer jusqu'à 6 000 €. Il y a plus de redistribution aussi, et d'obligation de redistribution au niveau de tout ce qui est partage de bénéfices des entreprises, et c'est un investissement complémentaire. Et donc là, on sera un peu sur tout. On sera sur l'énergie, on sera sur le panier, sur le salaire et sur les loyers, ce qui n'est pas négligeable. On n'en est pas encore à l'inflation en Espagne. Plus de 10% sur un an en Espagne. On a la plus basse inflation du monde aujourd'hui. On ne va pas s'en sortir comme ça d'un coup de baguette magique. On est autour de 5%. Il faut des solutions pérennes et finançables. Réaliste, Hugo Bernalicis. Oui, tout à fait. Vous avez raison, il faut que ce soit finançable et réaliste, mais moyennant partage, on peut faire beaucoup de choses dans ce pays. Quand vous voyez que les dividendes attendus pour l'année 2021 vont s'élever à hauteur de 80 milliards d'euros, je crois que Bruno Le Maire cherchait pendant la campagne des législatives 80 milliards d'euros, c'est ce qu'ils ont annoncé à la Commission européenne pour rembourser un certain nombre de dettes et les engagements que la France a pris. Vous voulez prendre les dividendes des actionnaires? Ouais, par exemple, on pourrait dire que c'est la crise. Les petits actionnaires, on en fait quoi? Mais les dividendes, ça a été gelé des fois dans l'histoire. D'ailleurs, pendant le Covid, au tout début, ça a été plafonné. Il y a eu que 20 milliards d'euros de distribués. Mais ça va, le gavage, ça suffit quoi. Mais quand on gagne 1 500 € qu'on a besoin justement de ces actions qu'on a investies, vous allez leur enlever. Vous visez les. C'est pas leur enlever, c'est qu'on va pas leur donner. Il y a que des grands actionnaires. Il y a plein de petits actionnaires. Le dividende. Non mais attendez, vous dites pas leur enlever leur action. Mais il n'y a plus un actionnaire qui va miser un copec sur la France. Mais là, la réalité, c'est ça. Il faut être sérieux. Mais j'ai bien compris que pour vous, vos amis, ce sont les riches et qu'il était hors de question de les mettre à contribution. Moi, je pense à mon père ou à ma mère. Attendez, arrêtez dans la caricature. Non, mais c'est la réalité. Le petit spéculateur qui achète des actions. Combien de gens dans le pays ont des actions? Combien de gens dans le pays ont des actions? Ah ouais, plus que je ne le crois. Alors c'est combien par rapport au SMICAR? Mais même des SMICARds ont des actions.
En fait, ils peuvent avoir des actions de leur propre entreprise quand ils vivent dans des grands groupes. Prenons le groupe Vinci, vous avez raison EDF, à tout, GDF. tout va bien, Mais ça non, va être c'est la génial, réalité. et il faut pas prendre aux C'est riches, pas ce que laissons je les dis. comptes. Mais si, parce que Mais non, qu'est-ce que dit Bruno Le Maire à mais vous Total? êtes dans le cliché, c'est tout. Il faut qu'il fasse un effort. Waouh, super. Alors là, le patron de Total a dû trembler, a dû se dire, oh mon Dieu, que dit Bruno Le Maire à la radio, comment vais-je faire? Va falloir que je fasse un effort, que je me serre la ceinture. La dernière fois qu'ils ont demandé ça, Total a encore augmenté ses profits sur le dos de l'inflation et sur le dos des gens. Et on fait une aide. Jamais confiance. Moi, regardez nos voisins anglais. Responsabilité. Nos voisins anglais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont fait une taxe exceptionnelle sur les pétroliers. Alors, est-ce que c'est le communisme? Est-ce que ce sont les insoumis au pouvoir là-bas? J'ai quand même pas l'impression. C'est ultra-libéral. Et pourtant, oui, c'est ultra-libéral, mais ils assument quand même de faire une ponction sur le capital parce qu'il y en a besoin de partager dans la situation actuelle. On leur rembourse pas la santé, ils n'ont pas les services publics, ils n'ont pas le transport. Mais ça vous dérange que je développe un propos? Vous choisissez. Est-ce que ça vous dérange que je développe un propos? J'ai eu très envie de vous couper juste avant et je l'ai pas fait. J'aurais dû le faire. Rappeler pour les personnes qui nous écoutent que c'est pas si simple que ça. Je peux finir une phrase? On connaît la technique de parler sur l'autre pour qu'on n'entende rien à la radio. Le blocage des prix. Il faut bloquer les prix. C'est ça qui permet de tenir les deux bouts. Si vous faites que augmenter les salaires, alors effectivement, vous prenez le risque qu'il y ait une surinflation. Si vous faites que bloquer les prix, vous prenez un autre risque, c'est que les salaires stagnent, etc., et que ce soit aussi problématique. Il faut faire les deux, tenir les deux bouts. Bloquer les prix, c'est ça qui permet de faire en sorte de dire à Total, c'est vous qui paierez la différence parce qu'on l'a décidé démocratiquement et qu'il faut partager dans ce pays et que les gens ont besoin de pouvoir rouler convenablement. Et puis Emmanuel Macron a remarqué quand même que c'était peut-être pas si déconnant ce que proposait Jean-Luc Mélenchon quand il disait qu'il fallait que l'Europe parle d'une seule voix pour acheter du pétrole à un prix réglé à l'échelle du monde. Et il s'en est même enorgueilli dans sa conversation avec Biden, là, en nous expliquant je sais pas combien de barils, etc. Enfin, cette scène surréaliste, encore une fois. Mais vous voyez bien qu'il faut réglementer, pas faire des chèques ici, des centimes par là, etc., qui fait qu'on court après l'inflation. Et c'est ce qui fera que ce gouvernement, qui n'a pas la confiance de l'Assemblée, ira à sa perte. Et les Français... Les majoritaires, vous l'oubliez quand même. Sophie nous appelle du Morbihan. Vous avez 56 ans, Sophie. Vous vivez avec l'allocation adulte handicapé, l'AAH. Bonjour Sophie, merci beaucoup. Oui, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être avec nous dans Europe Midi. Je vis avec 900 € par mois. Je ne peux plus faire le plein d'essence, donc je ne peux plus me déplacer. C'est ce que vous nous dites. Bah oui, exactement. Je touche effectivement donc 919 €. J'ai regardé pour le mois dernier. Une fois toutes mes charges fixes, donc loyer, assurance, enfin tout compris, il me reste à peine 360 €. Là-dessus, je dois donc manger, me vêtir et pour l'essence. Alors l'essence, j'ai une voiture essence, pas du diesel. Et la dernière fois, j'ai pas pu faire le plein. J'ai mis 50 € et le litre était à 2,21 €. Donc je fais pas le mois avec ça, avec un plein. En plus, je vis à la campagne. Donc pour aller faire mes courses, je dois faire 10 km minimum. Donc en fait, je regroupe mes sorties. Pour aller par exemple à la pharmacie, ça va être le même jour que pour aller faire les courses. Voilà. Quant à mes courses, je suis obligé de le faire au drive parce que je me suis obligé à le faire au drive pour ne pas être tenté d'acheter tout et n'importe quoi dans les magasins parce que je n'ai pas les moyens et donc je limite tout. J'ai pratiquement plus de viande maintenant. Je deviens végétarienne sans le vouloir. Plus de poisson parce que c'est horriblement cher. Ça m'a même dépassé la viande. Les légumes, on nous dit de manger 5 fruits et légumes par jour. C'est un peu compliqué quand vous voyez le prix au kilo des fruits et des légumes. Et donc en fait c'est pratiquement de la malbouffe sans arrêt, quoi. Et sinon, pas de cinéma, pas de restaurant, pas de loisirs. Les livres, ce sont des livres d'occasion. Le coiffeur, c'est une fois tous les 3 mois. Pas de vacances, bien sûr. Là, j'entends parler de gens qui partent en vacances. Moi, ça sera pas de vacances. Bon, j'ai la chance de vivre à la campagne en Bretagne, donc ça va. Je vis pas, je survis. Oui, vous vivez. J'ai vraiment... j'ai l'impression de vivre à part de la société. C'est ce qu'on comprend. Merci beaucoup. Merci d'avoir témoigné, Sophie, depuis le Morbihan. Je voulais absolument vous avoir parce que voilà, quand on parle de ce qui se passe à l'Assemblée, c'est pour des gens comme Sophie. D'autres, il faut le rappeler, il y a des personnes qui vivent bien, on est nombreux, voilà, et il y a des personnes qui, comme Sophie, ont de grandes difficultés et vos lois... 10 millions de personnes. Et là, c'est une situation encore spécifique parce qu'elle est en situation de handicap. C'est notamment pour les personnes comme Sophie. Merci beaucoup d'être venus tous les deux. Ludovic Mendes, député Renaissance, et Hugo Bernalicis, député NUPES, la France Insoumise. Merci beaucoup à tous les deux, merci à vous tous. Et on se retrouve demain, dès midi, pour un nouvel Europe Midi. On est un petit peu en retard, un peu comme tous les jours.